La France était l'absente du marché du luxe automobile depuis maintenant plus de 60 ans. Des tentatives de création de marques prestigieuses françaises ont bien été menées, mais elles se sont toutes soldées par un échec. Alors, les Français entretiennent en général avec l'automobile une relation assez complexe. Et avec l'automobile de luxe, encore plus. C'est sans doute aussi parce qu'on a, à l'égard de l'argent, un rapport compliqué. C'est difficile d'en parler, c'est difficile de montrer qu'on possède des choses, et en particulier une automobile qui tout à coup devient un signe extérieur de richesse visible. Et par conséquent, elle va attirer plus facilement la critique, elle va être plus souvent stigmatisée, voire jusqu'à la caricature. Un détail, mais un détail qui dit tout. Il faut se souvenir de l'émoi médiatique qu'a constitué une photographie, celle de Dominique Strauss-Kahn, alors en pré-campagne présidentielle. Au malheur, on le photographie à côté d'une Porsche Panamera, qui n'était même pas la sienne. Emballement médiatique considérable. Comment se fait-il qu'un homme politique ose, comme ça, s'afficher devant une automobile de luxe, qui plus est une automobile aussi sportive? On est à l'époque, en plus il y a les radars, bref, un émoi considérable. Il n'y sera mis un terme qu'avec les événements de New York. Il est plus que vraisemblable que si les événements de New York n'avaient pas eu lieu, on en parlerait encore. Cette relation française à l'automobile est un étrange paradoxe pour un pays reconnu pour ses grands noms du luxe, de la maison Hermès au groupe Vuitton, en passant par Chanel, Dior ou Guerlain. Le constat est d'autant plus curieux que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le très grand luxe automobile était français. Bugatti, Delahaye, Delage, Talbot-Lago, Voisin, Hispano-Suiza produisaient des voitures d'exception. Je suis Serge Bellu, journaliste et historien spécialiste dans l'histoire de la carrosserie et du design. L'industrie automobile est née en France. Forcément, dès le départ, il y avait les fabricants de mécanique et les fabricants de carrosserie qui allaient avec. Donc cette antériorité des Français a permis aux carrossiers de se développer particulièrement dans ce pays. La carrosserie française a une renommée internationale comme l'ensemble de l'industrie automobile. Il faut savoir qu'en France se sont développées des marques comme Hispano-Suiza, Voisin et Bugatti au cours des années 20. Et le mouvement de la carrosserie française a accompagné l'expansion de ces marques prestigieuses. Pourquoi ce savoir-faire de la carrosserie française disparaît-il? Les carrossiers français disparaissent après la guerre parce qu'il y a eu des choix de l'industrie française qui s'est polarisée sur la démocratisation de l'automobile. C'est à cette époque qu'on voit la création de la 2 chevaux, de la 4 chevaux. Et donc déjà à l'époque, les constructeurs français se sont focalisés sur le bas de gamme et non pas sur l'industrie de luxe. Alors nous sommes ici devant une Delahaye qui a été carrossée par Saoutchik en 1949 et elle est tout à fait symptomatique de l'évolution de la carrosserie française à cette époque. C'est-à-dire que le châssis est grosso modo dérivé d'un châssis d'avant-guerre, ce qui explique les proportions de la voiture. Elle est beaucoup plus haute que ses rivales étrangères. Et donc le carrossier a dû s'adapter à cette mécanique d'origine très ancienne. C'est ce qui explique la différence
d'approche des carrossiers français et de leurs homologues italiens qui sont en pleine expansion à la même époque. Il faut remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre le rapport des Français avec leur industrie automobile. Alors, au lendemain de la guerre, il faut reconstruire très vite le pays et on axe une partie du plan de réindustrialisation sur l'automobile. C'est elle qui va créer le lien social, c'est elle qui va permettre au fond à la population française tout à coup de se lancer dans la modernité et le progrès. Il y a 22 constructeurs automobiles en France, il y a 28 constructeurs de camions. Il faut absolument réorganiser aussi l'ensemble de ce marché, l'ensemble de cette industrie. Pierre-Marie Ponce, qui travaille justement au ministère de l'Industrie, chargé de la modernisation et du développement du pays, va arbitrairement décider de séparer en trois ce marché, cette industrialisation. À Citroën, qui dans l'esprit est plutôt un constructeur innovant, on se souvient notamment de la traction avant, on décide que Citroën, on va lui affecter le rôle d'être le haut de gamme français. Et à côté de ça, Peugeot et notamment Renault, eux, vont avoir le rôle de construire des voitures de milieu de gamme. Et puis Panhard et Psinka, on les a oubliés, on leur attribue le rôle de construire des voitures bas de gamme. Pour Renault, on va même aller beaucoup plus loin puisque la régie a été nationalisée, son fondateur a été accusé d'être collaborateur, et on va demander à la régie de construire la 4 chevaux, une voiture populaire qui va s'adresser au plus grand nombre, qui va forcément être accessible. Donc on lance à marche forcée la régie Renault, l'ensemble des constructeurs, pour leur dire écoutez, construisez des voitures pour tout le monde. C'est d'autant plus drôle, détail d'importance, que Renault, avant la guerre, construisait une voiture qui s'appelait la 40 chevaux, qui était une voiture très haut de gamme, on l'a tous oublié, mais au fond, Renault construisait des voitures, entre guillemets, de luxe. Le choix de l'État français est un choix particulièrement judicieux. Il faut se souvenir qu'à l'époque, notamment à l'aube des années 50, il y a la coccinelle, qui en Allemagne devient un hit planétaire, on la verra même jusqu'à Hollywood. Il y a en Italie la Fiat 500, qui elle aussi devient une voiture incroyablement populaire. Puis évidemment, il y a la 2 chevaux avec qui on avait demandé d'être une voiture avec un parapluie avec 4 roues et qui peut justement supporter un panier de paysans avec des œufs dedans sans les casser. Elle fera plus que le job. Elle peut le faire. Elle l'a fait. Il ne faut pas oublier que la France de l'après-guerre, c'est une France dans laquelle la moitié de la population vit encore à la campagne. Donc tout à coup, s'offrir une automobile, mais c'est pouvoir, un claquement de doigts, partir, quitter son cercle de vie. C'est pour les citadins la possibilité justement d'aller le week-end, comme ça, découvrir une liberté qu'on n'avait jamais connue auparavant. À l'époque, en plus, les voitures coûtent assez peu cher, on l'a dit, elles veulent être absolument accessibles. Et il y a un réveil phénoménal. Dès les premières heures de la matinée, des hommes de toute profession, des représentants de commerce, des fonctionnaires, des médecins, des entrepreneurs, partent à leurs occupations et leur premier geste consiste à prendre la voiture. Prendre la voiture, c'est une des expressions les plus courantes du langage, désormais synonyme d'efficience, de commodité, de rendement. Les Français tiennent tellement bien ce rôle, et on l'a dit, il y a la 4 chevaux chez Renault qui devient immédiatement un hit, elle est première des ventes en France. Elle est suivie aussi par la Peugeot 203. Alors, de façon anecdotique, la Peugeot 203, Peugeot aime bien ce côté un peu bourgeois. Elle devient la voiture favorite, notamment des jeunes cadres et des jeunes professions libérales, les notaires, les avocats, qui alors aussi commencent de nouvelles carrières après la guerre, et qui, eux, pour se démarquer tout à coup, prennent une Peugeot 203. Mais entendons-nous bien, c'est quand même des voitures populaires, moyenne gamme, assez agréables. Petite dame, vous pouvez pas faire attention? Oh, c'est malin, ça m'apprendra à te laisser le volant. Tu crois que c'est par maladresse? J'ai fait exprès de m'arrêter au poil contre la barrière. Bah voyons, tu as fait aussi exprès de te faire recaler à ton permis. J'étais recalé pour le code. Pas pour la conduite. D'ailleurs, l'examinateur m'a dit que je conduisais mieux que toi. Toi, tu conduis mou. Hein? En attendant, tu ne toucheras pas à la voiture tant que tu n'auras pas ton permis. Chose étonnante du destin, à trop vouloir se concentrer sur la construction de voitures accessibles à tout le monde, on en a presque oublié, carrément oublié, notre savoir-faire d'avant-guerre, qui était celui de proposer des voitures haut de gamme, voire luxueuses. Au début des années 1950, l'automobile de prestige française n'a donc plus la cote.
Pourtant, en Allemagne, Mercedes sait prendre le virage de la modernité sans renier son statut de constructeur de prestige. Soutenue par un pouvoir bienveillant, la marque à l'étoile est toujours une fierté nationale. Après la défaite, l'honneur de la technologie allemande se reporte sur l'industrie automobile. En France, sous la devise liberté, égalité, fraternité, il ne fait pas bon rouler dans des autos trop connotées socialement. Cette différence culturelle va s'accentuer au fil du temps et explique en partie les mésaventures du haut de gamme français. Heureusement, il y a l'exception DS. Voici le visage des rues de l'après-guerre. Sobre, par force et par économie. Et tout à coup, en 1955, c'est le choc. Un nouveau bond dans le modernisme. La sortie de la DS Citroën, toujours dessinée par Bertoni comme la traction avant. On en parlait, on l'attendait depuis 5 ans, et pourtant, à sa sortie, elle surprend. La Citroën DS en 55, c'est un emballement considérable. On n'avait jamais vu une automobile comme ça. Mais la DS, sans doute beaucoup d'entre nous la voient comme une voiture de luxe. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, avec ses suspensions hydropneumatiques, son avance technologique incroyable à l'époque, et qui lui permet d'ailleurs en 24 heures d'enregistrer 12 000 bons de commande. On n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, je me demande s'il faudrait regarder si la performance a depuis été rééditée. Je ne le crois pas. Cette voiture, elle avait surtout des valeurs qui étaient non pas luxueuses, mais tellement novatrices, tellement inédites, tellement pleines de panache, que tout le monde pouvait se retrouver dans ces valeurs-là. Des valeurs qui d'ailleurs enflammeront jusqu'au pouvoir et jusqu'au général de Gaulle. Il y avait quelque chose de grand, de socialement parfaitement acceptable. Il en fera immédiatement sa voiture présidentielle. D'ailleurs, le général aura fait un excellent choix puisqu'elle lui servira d'ange gardien. On se souvient de l'attentat du Petit Clamart. Le chauffeur expliquera qu'elle tenait tellement bien la route et qu'elle était tellement agile qu'elle a pu justement éviter certainement les balles lors de l'attentat du Petit Clamart. 22 août 62, Petit Clamart. Malgré 2 pneus crevés, la voiture poursuit sa route, sauvant ainsi la vie du chauffeur et de son passager, le général de Gaulle. La DS est naturellement devenue l'image du haut de gamme en France, mais plus que ça, l'image du pouvoir en France. De Gaulle en est devenu l'ambassadeur, ensuite Pompidou, et ainsi de suite jusqu'en 1975. Pas une image de l'Élysée sans qu'on y voit des DS carrées. Pas une image de Matignon sans qu'aussi on voit des DS entrant ou sortir de Matignon. Sans doute à l'excès, parce qu'on s'est arrêté là. Et le pouvoir a sans doute trop accaparé la DS, trop accaparé son image d'avant-garde, avant-gardiste, totalement légitime, mais depuis, on s'est arrêté là. Il y eut pourtant en France des tentatives de création de véritables marques de luxe automobile, notamment Facel Vega, fondée en 1954 par l'industriel Jean Daninos. Jean Daninos est venu à la fabrication de sa propre voiture après avoir monté une entreprise de carrosserie. Avant la guerre, il était styliste chez Citroën, puis il a beaucoup travaillé pour l'aéronautique et il a reconverti son usine au lendemain de la guerre pour fabriquer des carrosseries qu'il sous-traitait pour différents constructeurs, pour Panhard, Ford, etc. Les grandes marques françaises disparaissant les unes derrière les autres à partir de 1952, il a eu l'idée de remplacer ces marques-là avec sa propre voiture de luxe. Au lieu de réutiliser des mécaniques un peu anciennes comme le faisaient ces malheureux concurrents qui ont disparu, lui a eu l'idée d'utiliser une mécanique américaine et il a créé donc la première Vega en 1954 en utilisant un moteur Chrysler.
Facel Vega a une position un peu particulière en France, puisque quand tous les constructeurs de voitures de luxe ont disparu, Facel Vega se retrouve tout seul à produire une voiture un peu exceptionnelle sur le marché français. L'un des talents de Jean Daninos, c'est de ne pas suivre le modèle italien qui à l'époque est en pleine expansion, de ne pas suivre non plus l'influence des Américains. Donc Daninos a une approche extrêmement personnelle et c'est sans doute ce qui fait le succès de ces voitures et de la Vega qui démarre. Est-ce que cette voiture, vous la dessinez avec cet avant et cet arrière parce que vous pensez que dans 4 ans ou dans 5 ans, le goût, la mode du public sera dans ce dessin, ou est-ce qu'au contraire, vous faites ce dessin en pensant que le goût du public viendra à ce que vous avez fait? Non, je crois plutôt que c'est le public qui s'habituera à ces lignes qui pour nous sont devenues une nécessité à la suite des différents essais que nous avons entrepris dans les derniers mois, essais notamment aérodynamiques. Alors Facel Vega fabriquait cette superbe Facel 2 qui est un coupé sportif et à la même époque proposait également une grande berline qui s'appelait Excellence, qui avait tout pour devenir le char de l'État, qui aurait dû être la voiture de la présidence de la République, de Gaulle à l'époque. Or, le général n'aimait pas beaucoup les Américains et cette malheureuse Excellence avait contre elle de posséder un moteur d'origine Chrysler. Et le général de Gaulle a continué à utiliser CDS et à ne pas se fournir chez Facel Vega, ce qui aurait été pourtant logique car c'était la voiture française de prestige par excellence. Facel Vega a commencé ses activités de constructeur avec une voiture de prestige, vendue relativement cher, diffusée beaucoup aux États-Unis puisqu'elle avait un moteur américain. Mais cette tentation intervient souvent. Facel Vega décide de diversifier son offre et de proposer une voiture beaucoup moins ambitieuse, une petite 1600 qui s'appelle Facelia, et qui concurrencerait l'Alfa Romeo Giulietta. Mais là, ça ne marche pas du tout, pour des raisons multiples. La Facelia est un échec. Elle va entraîner la chute et la disparition de Facel Vega en 1964. Alors lorsqu'elle disparaît en 1964-65, la marque Facel Vega entraîne avec elle la fin de l'automobile de prestige française. Si Facel Vega disparaît, la vision de Jean Daninos n'en reste pas moins juste. Dans les années 1960, les conducteurs attendent des voitures rapides, synonyme de progrès. Citroën décide de lancer une GT puissante capable de tenir la dragée haute aux Mercedes et aux Porsche qui trustent les voies de gauche sur l'autoroute. Ce sera la SM à moteur V6 Maserati qui apparaît en mars 1970. Au Salon de Genève, en mars 1970, Citroën présente la SM. L'industrie automobile française s'enrichit d'un luxueux coupé de prestige comme il n'en existait plus depuis longtemps. L'ASM est le fruit des accords Citroën-Maserati. Je suis Philippe Clavrol, co-auteur avec Brian Long du livre sur la Citroën SM, sorti aux éditions Vélos. À sa sortie, la Citroën SM est très bien accueillie par la presse. Il faut se rappeler que c'était un véhicule extraordinaire pour l'époque. Si on regarde les chiffres de vente, il s'en est vendu à peu près 13 000 dans le monde, 5 000 la première année pleine, 3 500 la deuxième année pleine. Donc on peut considérer que c'était un vrai succès à son début. À l'époque, la SM surclasse un peu la concurrence, en ce sens que c'est la seule vraie GT, 4 places, avec un moteur de 6 cylindres, quand des gens comme Porsche proposent une 911 qui est beaucoup plus petite. Des Italiens proposent des véhicules très exclusifs, beaucoup plus chers. Et Jaguar a essentiellement des berlines et une Type E qui, dans les années 70, est assez vieillissante, on peut dire. La SM s'est très bien exportée partout dans le monde. Les États-Unis étaient effectivement un marché important pour la SM, l'Italie également, mais des marchés comme le Japon,
l'Australie ont également eu des quotas relativement importants de SM. Georges Pompidou était, on le sait tous, un grand fan automobile. Il était connu pour rouler à titre personnel en Porsche à des vitesses aujourd'hui totalement interdites. Et il a passé commande de 2 SM exceptionnels, des grands cabriolets. Une est très célèbre, c'est celle qui est immatriculée 1 PR75, 1 comme présidence de la République. C'est la dernière grande commande de l'État français de véhicules d'apparat, puisque ces 2 voitures étaient vraiment des voitures d'apparat. Georges Pompidou donc, a été fidèle à sa réputation de passionné d'automobile et il a passé une des commandes symboliques et emblématiques de l'histoire de la SM. La fin de la SM, elle tient à beaucoup de raisons en fait, mais on peut quand même en isoler 3 principales. La première, c'est le choc pétrolier, qui en 1973 a fait terriblement augmenter les prix du pétrole et a rendu un peu obsolète ou anachronique ce type de voiture. La deuxième raison, c'est sa consommation dans un pays, le marché français, qui était son marché principal, où on commençait déjà à avoir une taxation sur l'automobile assez élevée. Et puis, il y a une autre raison qui est très simple. En 1974, Citroën a été racheté par Peugeot. Et on peut imaginer assez logiquement que le management de l'époque avait finalement d'autres chats à fouetter que de pousser la supercar de Citroën. Ils avaient une nouvelle entreprise à intégrer, peut-être des nouveaux modèles à lancer. Et on peut penser qu'il n'y avait plus vraiment le feu sacré pour promouvoir ce véhicule très anachronique, cette Super GT de chez Citroën. La SM, elle était vraiment de son temps, en ce sens qu'elle avait des lignes inouïes, elle était longue, c'est une voiture qui a un statut extraordinaire. Encore aujourd'hui, et c'est plus de 40 ans après, quand on voit une SM rouler, c'est une voiture qui attire les regards. Pour moi, elle était de son temps, comme le Concorde était de son temps. C'était un projet qui était sans limite, et c'était le projet de la France des 30 Glorieuses, où tout allait bien. Alors c'est vrai que la crise met un terme à la carrière de la SM. Mais d'autres ont parfaitement traversé plusieurs crises successives. La Porsche 911, une carrière phénoménale, une icône absolue. Mais il n'y a pas que la Porsche 911, la Mercedes SL. Mais il n'y a pas que la Mercedes SL, il y a toutes les Ferrari, toutes les Aston Martin. Jusqu'en Chine, aujourd'hui, ce sont des icônes merveilleuses. Alors c'est quoi la recette? Bien, plus que l'argent, plus que le savoir-faire technologique, c'est une question d'ambition, c'est une question de conviction, c'est une question tout simplement de vision et d'envie. Quand Porsche, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se dit, dans un pays qui est dévasté comme l'Allemagne, se dit, moi je vais me spécialiser dans les voitures sportives, contre vents et marées, et c'est pas grave, je vais le faire. Et il y va, il poursuit son idée jusqu'au bout, constamment, et il est aussi critiqué à l'époque, Porsche. Eh bien, eux ont comme ça réussi à bâtir des empires. En France, il a peut-être manqué, je reprends. En fait, il a manqué cette volonté. L'ASM, c'était justement la cerise sur le gâteau quand après la DS, on s'est dit, ça y est, on est prêt, on y va. Alors patatras, c'est vrai, on a été rattrapé malheureusement par cette crise pétrolière. Mais rien ne nous empêche, rien ne nous interdit cette ambition. L'envie de porter haut les couleurs de la France automobile taraude aussi des hommes d'affaires indépendants. C'est le cas de l'industriel Jean Tastevin qui développera la Monica, une très belle berline de sport en l'hommage de sa femme Monique. Produite à seulement 26 exemplaires de 1972 à 1975, la carrière de la Monica sera éphémère, mais elle démontre que la flamme d'un luxe à la française brûle toujours dans le cœur de nos compatriotes.
Au début des années 1980, certains en France y croient encore à l'image d'un duo de passionnés qui décide en 1985 de créer sa voiture de sport. Le pari est ambitieux, pour ne pas dire fou, mais l'aventure Venturi va connaître plus qu'un succès d'estime. Je m'appelle Tony Boulet et je suis rentré chez Venturi en septembre 87 jusqu'en février 2000. J'ai occupé différentes fonctions. J'ai commencé au montage des portes, des ouvrants, des capots, des moteurs et fini responsable du développement routier et des essais. Je vous présente la Venturi Atlantic 300 biturbo qui développe 300 chevaux et qui est pour sa part l'avant-dernière qui a été fabriquée à Couéron. L'aventure Venturi a démarré en 1984, issue de deux personnes, Claude Poirot et Gérard Godefroy, qui ont voulu se faire pour eux deux une berlinette chacun de sport. Comme la voiture était très belle, ils l'ont présentée au salon de l'automobile et tout de suite un financier a adhéré au projet et a voulu que la voiture soit produite en apportant les capitaux. La volonté de Venturi était de remplacer Alpine et surtout de concurrencer Porsche et Ferrari, forcément, qui étaient leaders sur le marché. Le principal point fort de la Venturi, c'est son châssis, qui a toujours été en 2000 le même que celui de 1987. La petite touche particulière qui intéressait les gens, les propriétaires de Venturi, puisque c'était vraiment des gens passionnés, c'est qu'ils pouvaient la confectionner à leur goût complètement. Choisir le bois, le carbone, la ronce de noyer, du tilleul, du citronnier, ce qu'ils voulaient, le cuir, un biton, un ton unique, une surpiqûre d'une couleur différente. Ils pouvaient vraiment la modeler telle qu'elle. Le fait que la voiture soit française n'a pas toujours été un atout, puisque certaines personnes ayant les capacités financières d'acheter ce genre de véhicule cherchaient aussi une image et une notoriété que Venturi n'avait pas. Par contre, les puristes vraiment de performance s'orientaient vers Venturi. Il y a eu différents stades de Venturi dans la compétition. Le premier a été Venturi en Formule 1, avec pour ma part, je pense, des grosses dépenses d'argent pour une retombée qui n'était pas là. Et après, par contre, le Trophy Gentleman Driver, qui lui a fait beaucoup pour Venturi, qui a monté la marque, qui nous a permis d'aller nous concurrencer à nos principaux adversaires qui étaient Ferrari et Porsche, où on officiait vraiment aux avant-postes. Ce qu'il a manqué à Venturi, c'est d'une part la trésorerie et de deux la notoriété, vraiment. Le manque de notoriété fait qu'il n'y avait pas de commande d'avance et du coup pas de trésorerie qui permettait de construire les véhicules en commande et de commander, d'avoir des prix assez compétitifs pour acheter la matière première et de pouvoir avoir un carnet de commandes assez élevé, quoi. La fin de Venturi accrédite l'idée qu'il n'y a pas de place pour une vision française de l'automobile de prestige. Depuis la fin des années 1970, les hauts de gamme de nos trois constructeurs nationaux ont connu une lente dérive. Un confort à la française, où tous les éléments qui concourent à la pleine satisfaction du conducteur et de ses passagers ont fait l'objet de recherches minutieuses, raffinées. Depuis les années 80, c'est vrai, le haut de gamme français va souffrir. Et de plus en plus, inexorablement. Et pourtant, ce n'est pas faute de combattants. Chez Citroën, il y a évidemment la DS au début des années 70, la CX lui succédera, il y aura ensuite la XM, et puis la C6. Chez Peugeot, il y aura la 604, la 605, la 607, et chez Renault, il y aura la R30, puis la R25, chez Mitterrand, la Safran, la Velsatis plus tard. La difficulté, c'est que ces modèles souffrent de plusieurs problèmes. Un, la fiabilité, qui n'est pas au top. La finition, qui est de plus en plus comparée à la finition allemande, fameuse, et qui effectivement, lorsqu'on met une BMW, une Mercedes ou une Audi, et qu'on la confronte à un modèle français, Citroën, une Renault, bon, il n'y a malheureusement pas photo. Voici l'un des monstres du prochain salon, la Mercedes 6 litres 9. Extérieurement, c'est une Mercedes qui a un air de déjà-vu,
La carrosserie est en effet la même que la 450. La différence, on la trouve sous le capot. Le monstre est là, l'un des plus gros moteurs du monde, un 6 litres 9, 5 fois le moteur d'une R12. Pour maîtriser cette puissance, une boîte de vitesse automatique, douce et agréable, air conditionné et radio stéréo en série, mais une faute inadmissible, le klaxon. Et puis il y a aussi, technologiquement, un manque de moteur, un manque aussi d'équipements très haut de gamme, on ne vient pas facilement à l'ABS. Bref, le désamour s'installe très vite à l'étranger, qui effectivement a le choix, notamment en Allemagne, d'avoir des modèles qui malheureusement sont de meilleure qualité, et puis il s'installe aussi en France. C'est que petit à petit, avec un marché ouvert, eh bien, on est tous des consommateurs, on est tous des êtres humains, et on compare. Et on s'aperçoit qu'à prix équivalent, eh bien, il y a de meilleurs produits que d'autres. À l'heure où le marché automobile est en crise, où la concurrence se fait plus sauvage que jamais, c'est un rude pari que lance Renault avec la R25. Mettre sur un marché déjà abondamment alimenté, notamment par les Allemands, une berline de haut de gamme est déjà audacieux. Mais en plus, la régie envisage d'en vendre 140 000 en un an et donc d'en produire jusqu'à 650 par jour. Pour tenir ce pari, il fallait un produit de classe. La R25 n'en manque pas. La R25 est un peu un boulet en termes d'image pour Renault. Chacun sait, il se dit qu'elle a une mauvaise qualité, elle tourne en panne. Autant dans les années 60, 70, 80, avoir une voiture qui tombe en panne, on se disait bah oui, ça peut arriver. À partir des années 90, une voiture qui tombe en panne, ça devient quelque chose d'inacceptable. Alerté par ce que j'avais moi-même supporté dans ma voiture, Renault 25 limousine, avec, je l'ai dit, un passage au garage obligatoire tous les mois pratiquement, quand je suis arrivé, mon premier souci a été celui-là. En fait, mon premier souci a été de retrouver avec le client de Renault le contact qu'un fournisseur doit avoir avec ses clients et qui n'existait pas réellement à l'époque. En 2005, Citroën lance la C6, une digne héritière de la légendaire DS. Saluée pour l'audace de ses lignes, elle ne trouvera cependant pas son public. Alors pourquoi la C6 n'a pas marché? D'abord, elle a marché, la C6. Elle a incroyablement marché. Alors c'est vrai, les ventes sont restées anecdotiques. Mais en fait, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'elle a marqué un jalon extraordinaire. D'abord, tout à coup, est apparue la seule vraie voiture de prestige en France à une époque où on n'y croyait plus beaucoup. Elle avait un look de concept car, un look classique, un look Citroën dans l'âme, et ça a touché tout le monde. Alors c'est vrai, pour aller se l'offrir sur un marché où tout le monde compte un peu ses sous, tout le monde est informé, tout le monde a eu le temps d'aimer, malheureusement, ou heureusement, certains diront, les Audi, les Mercedes, les BMW. Ben, on a du mal à franchir le pas, même en France. Nous sommes à l'intérieur d'une C6 parce qu'effectivement c'est la voiture de la gamme que je préfère, pas parce que c'est la plus grosse, c'est pas ça le raisonnement, c'est parce que ça a été probablement la plus difficile à faire réaliser. Difficile d'un côté en termes d'investissement, parce que c'est un investissement lourd avec dès le début des volumes de production prévus qui étaient très faibles, et puis un très grand pari sur notre capacité technique, parce qu'on ne fait pas des voitures de haut de gamme avec exactement les mêmes critères que les autres. Et les équipes n'avaient pas fait de modèle de ce type-là depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'en avaient jamais fait, parce qu'en 20 ans, ce ne sont pas les mêmes. Donc l'expérience était totalement perdue. Et malheureusement, elle n'a pas eu assez d'acheteurs pour être un succès commercial. C'est dommage. Et
malgré tout, Chirac, le gouvernement, voit en elle une digne héritière de la déesse. Et tout de suite, il se l'approprie. Et puis il y a des connaisseurs d'automobiles qui simplement sur leur ligne, il y a même des amoureux de berline allemande qui ont un peu de sous, qui se disent « mais elle est tellement exceptionnelle, je vais me l'offrir ». Et ils font bien de se l'offrir, parce qu'encore une fois, elle marque un premier jalon, qui est de dire « ben voilà, on est capable, tout à coup, alors que personne ne nous attend plus, que personne n'y croit plus, de vous faire une vraie limousine ». D'ailleurs aujourd'hui, même si elle a disparu du catalogue, dans le paysage automobile, bien, c'est la seule vraie automobile de prestige français qu'on a tous envie de posséder. Elle est agréable à conduire, elle est belle, et elle donnera naissance, et elle donnera envie, au fond, aux ingénieurs Citroën de démarrer l'expérience DS. Ça, c'est un jalon, mais indispensable pour construire la marque DS. Sans ces 6, ça aurait été beaucoup plus compliqué. En 2009, l'espoir du retour d'un haut de gamme français ressurgit avec l'apparition de la ligne DS chez Citroën, qui va donner naissance successivement à la DS3, la DS4 et la DS5. Les nouvelles DS cultivent la French Touch. Elles sont atypiques tant par leur design que leur personnalité, un choix pensé et voulu délibérément par Citroën. Le retour du luxe automobile à la française. Mais évidemment que c'est possible. Pourquoi on devrait s'interdire ce rêve et de le concrétiser? On a réussi la DS. On le réussit une seconde fois. Il y a 5 ans, on nous aurait dit, dans l'industrie automobile française telle qu'on la contemplait, tout à coup va émerger une nouvelle marque. Enfin, la renaissance d'une marque qui a fait rêver la France entière et parfois même le monde. Elle s'appellera DS et elle va vendre des automobiles jusqu'en Chine. Il y aura même en Chine des usines qui vont construire des automobiles luxueuses comme Hermès sait faire des sacs, et les Chinois en voudront et ils feront la queue pour se les offrir. Eh bien, cet événement-là, c'est pas un rêve, c'est ce qui se passe en ce moment à Shanghai, à Pékin. Je m'appelle Thierry Métro, je suis directeur du design de la ligne DS. La DS d'aujourd'hui fait inévitablement référence à la DS d'hier, la DS originelle de 55, par son côté complètement spectaculaire. Ça, c'est un mot qu'on aime beaucoup employer chez DS, c'est spectaculaire. Et la DS, quand elle a été présentée en 55, on parlait beaucoup d'un ovni. C'était quelque chose de complètement incroyable dans le paysage automobile. Et aujourd'hui, on est très attaché à cet ADN. Et la relation se fait assez naturellement quand on regarde une DS5, par exemple, dans le paysage automobile. C'est vraiment une voiture qui marque, qui se démarque et qui va marquer les esprits. Les valeurs de DS aujourd'hui, on a défini 4 grandes valeurs, 4 grands mots-clés pour DS. Quand on parle de DS, on parle d'héritage. Donc c'est l'héritage de la marque, c'est aussi l'héritage français, la culture française, notre histoire. On parle aussi beaucoup d'avant-garde, ça fait vraiment partie de l'ADN et du cœur même de l'histoire de DS. C'est l'avant-garde technologique, l'avant-garde sur les matériaux, l'avant-garde sur la silhouette de la voiture, cette silhouette toujours unique et emblématique. On parle également beaucoup de raffinement. Alors c'est le raffinement, le savoir-faire à la française. Et puis le dernier mot qu'on utilise beaucoup pour DS, et là aussi c'est très français, c'est hypnotique. Et derrière ce mot, on met tout le sensoriel. C'est l'émotion, c'est l'effet waouh, c'est la magie, le côté fascinant qui va se dégager de chacune de nos voitures. La gamme DS est vendue en Chine depuis 2011 en tant que marque propre
indépendamment du nom Citroën. Alors, ce que les Chinois vont rechercher dans une voiture de luxe française, une voiture haut de gamme française, ils vont rechercher avant tout une histoire. Ils vont acheter quelque part un petit morceau de l'histoire de France, ils vont acheter un morceau de luxe à la française. Et c'est vraiment ça qu'ils recherchent dans les produits automobiles françaises. Les codes automobiles sont à peu près les mêmes partout dans le monde. Nous, quand on dessine une DS, on la pense monde. Les spécificités pour le marché chinois se font principalement sur les couleurs matières. Donc ça veut dire que les Chinois sont un petit peu plus sensibles sur des harmonies intérieures un peu plus claires. Et puis un point important également, c'est le deuxième rang. Donc c'est les passagers arrière qui doivent être particulièrement soignés en Chine, puisque beaucoup de Chinois sur le segment des voitures premium et voitures de luxe ont un chauffeur, tout simplement. Donc en fait, le propriétaire de la voiture, souvent, il est assis à l'arrière. Sophie Marceau, qui est notre ambassadrice DS en Chine, elle représente vraiment, aux yeux des Chinois et aussi ailleurs dans le monde, ce raffinement à la française. Elle caractérise bien quelque part la parisienne. Donc elle a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère et en même temps beaucoup d'élégance et beaucoup de raffinement. Donc c'est vraiment quelque chose qui correspond bien à l'esprit français et puis aussi à l'esprit de notre marque. Sans doute impressionné par le succès de DS, Renault a officiellement confirmé son désir de revenir dans le haut de gamme en développant des voitures spécifiques sous le label Initial Paris. Je suis Laurens van den Acker, directeur du design de Groupe Renault. À mon avis, le luxe automobile peut être synonyme à la luxe automobile française, parce que la France est quand même connue pour la luxe. On a une histoire énorme de fashion, d'architecture, de culture. C'est un pays quand même où on sait comment vivre. Alors le luxe et la France, le luxe et Paris, ce sont deux synonymes presque, ils sont très liés. Alors la grande question est naturellement, est-ce que la France est capable de rattraper l'écart avec les Allemands? Ça, c'est la grande question, c'est aussi un grand enjeu. Il faut savoir que pour être une marque de luxe, il faut avoir une histoire, une continuation. Et c'est là où, naturellement, la marque française automobile, ils ont eu des problèmes depuis l'après-guerre. Mais je pense que l'ambition est là. La valeur de luxe, selon Renault, se traduit à travers Initial Paris. C'est vraiment une promesse de l'art du voyage. Ça veut dire c'est là où on pense d'être légitime. Parce que Renault, naturellement, c'est une marque française, on a une destination touristique énorme. C'est là le confort, l'élégance, la sophistication. C'est là où on pense de trouver une promesse qui est légitime, qui est proche de nos valeurs et qui peut être très différentielle de ce qu'on voit chez nos amis allemands. Renault Initial Paris, ça commence comme une signature. C'est une ambition, c'est une promesse. Et peut-être un jour, ça peut devenir une marque. Mais c'est encore très tôt pour le dire parce que, vous voyez, créer une marque, c'est une longue histoire. Et on n'est qu'au début de cette histoire. Mais Initial Paris, c'est une promesse de l'art de voyage. Ça va très bien avec, naturellement, une voiture comme ici, Renault Initial Paris. Une grande voiture, un vrai fleuron de l'industrie, un flagship avec beaucoup d'espace, avec beaucoup d'habitabilité et naturellement un clin d'œil à Paris où tout le luxe a commencé. Parallèlement, la prise en compte des problèmes environnementaux fait évoluer les consciences. Ce nouveau contexte donne l'idée à un Français, Luc Marchetti,
de réaliser une très luxueuse voiture de sport française 100% électrique, la Furtive IGT. Cet audacieux constructeur s'appelle Hexagon Motors. Je suis Luc Marchetti, créateur avec mon équipe de la première supercar française, la Furtive IGT, 100% électrique. Nous avons décidé de lancer la Furtive en 2010, première présentation d'un chocard en 2010 au Mondial de l'automobile, ce qui paraît tout à fait logique pour une marque française, et ainsi pouvoir se rendre compte de la perception d'un tel produit et d'une réelle demande d'une clientèle un peu hors norme, collectionneur et aimant les objets de haute performance. La Furtive évolue dans le monde des supercars, sans citer de marque, mais ce sont des performances de très haut vol. L'autonomie de la Furtive est de l'ordre d'un peu plus de 300 km en cycle mixte. Nous avons choisi de concevoir ce produit avec les meilleurs matériaux issus de la course automobile, châssis carbone, carrosserie carbone, une boîte à vitesse, ce qui n'est pas commun sur un véhicule électrique, ça n'existe pas encore à ce jour, des liaisons au sol et des pneumatiques spécifiques qui ont été conçus par Michelin. Le fait d'avoir des moteurs allemands est un plus, d'avoir des batteries qui sortent de la défense est également un plus. C'est aussi pour eux synonyme de fiabilité, et ce qui est le cas, puisque des moteurs en électrique ne sont pas révisés avant 150 000 km. Aujourd'hui, nous avons une demande qui est assez conséquente, mais ça doit rester un produit d'exception. Et Hexagon doit devenir avant tout une entreprise de service où chaque client doit être traité de façon particulière et doit être traité comme bien plus qu'un client, parce que c'est avant tout quelqu'un qui nous aide à créer la marque qui doit s'établir comme étant la référence dans le domaine de l'électrique. Je pense que le regard des Français, et nous en avons eu la preuve au Mondial de l'automobile, encore dernièrement, que le regard des Français aimant ce type de véhicule porte un regard différent sur un véhicule conçu en France et électrique. Aujourd'hui, on ne peut plus leur reprocher de polluer, ils pensent différemment, et en plus ils font travailler effectivement des gens sur notre territoire, ce qui est quand même important. Et pas seulement un argument politique, mais un réel argument économique pour notre pays. Je pense qu'effectivement, la haute couture automobile, je n'aime pas employer le mot luxe, mais la haute couture automobile, puisque c'est ce que nous cherchons à créer, a un avenir de par le monde. Le luxe français est la référence, que ce soit en Asie, aux États-Unis, dans toutes les grandes nations. L'automobile aujourd'hui souffre d'un manque d'image, alors que nous avons de grands constructeurs sur notre territoire, mais qui souffrent plus de leur image que de leurs produits, qui sont aujourd'hui d'excellents produits. Aujourd'hui, Hexagon Motors a reçu le soutien financier d'investisseurs étrangers pour lancer la production industrielle de la Furtive IGT en 2014. C'est là tout le paradoxe de la France. Il lui faut le regard des autres pour retrouver confiance en elle-même, à l'image de la Chine, qui plébiscite les particularistes de la ligne DS chez Citroën. Je sais en tout cas une chose, j'ai une conviction d'amoureux profond de l'automobile. C'est lorsqu'on fait un bon produit, qu'il est juste, qu'il est créatif, eh bien ça marche. Ça a marché pour la 911, ça a marché pour les Ferrari, ça a marché pour certaines BMW, ça a même marché pour les Japonais. Lexus, une marque de luxe japonaise. Personne n'y croyait à la fin des années 80. À force d'abnégation, j'en bafouille, à force de travail, ils ont réussi à s'immiscer comme un acteur majeur du luxe automobile. Pourquoi la France serait incapable de réaliser ce que la plupart des acteurs qui ont de l'ambition parviennent à faire? Pourquoi? Alors allons-y, je sais que c'est incantatoire, mais parfois l'incantation, elle peut fonctionner et on serait foutu de réussir. DS,
Initial Paris de Renault, Furtive IGT d'Hexagon Motors, sans oublier le retour programmé d'Alpine, l'ambition d'une certaine vision du luxe automobile à la française est de nouveau présente. Pour réussir, la France ne manque ni d'envie, ni de talent, ni d'idées novatrices. Il faut maintenant qu'elle se donne l'autorisation de croire en son potentiel, bref, de croire en elle-même.